Bonjour et bienvenue pour ce numéro spécial. L'été est propice à se faire de nouveaux amis. Et c'est ce que va faire aujourd'hui cette chaîne, puisque nous allons parler fonctionnement des micros. C'est parti. Mais d'abord, de quoi on va parler ? C'est tout simple, moi, toute ma vie, je suis parti du principe que comprendre ce qui se passait permettait de mieux travailler. Et ce, jusqu'à la limite, au niveau de la physique ou de la chimie. Chaque fois que j'ai une question, j'essaye de trouver une réponse, j'essaye de comprendre, j'essaye de faire des expériences. S'il y a des théories différentes, j'essaye de voir qui a raison. Enfin bon, ça fait partie un petit peu de, disons, de ma manière d'être. Et là, ce que j'ai fait, c'est, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait un micro de guitare électrique, parce qu'après tout, c'est un peu le sujet de cette chaîne, les guitares électriques et les basses. Et j'ai fait comme tout le monde, je suis allé poser la question à Google. On y va tout de suite. Alors, on va aller voir tout de suite. On va taper fonctionnement micro-guitare. Et alors là, on tombe en premier sur Wikipédia. Et dans Wikipédia, ils expliquent que un capteur de guitare est composé de plusieurs aimants. Le fonctionnement se fonde sur la loi. Chaque aimant engendre un champ magnétique. En vibrant, les cordes qui doivent être filées dans un matériau magnétique font légèrement varier le circuit magnétique. Voilà. Donc en fait, les cordes font varier le circuit magnétique du micro. Hein. On essaye le suivant, le site de H-Guitar. Qu'est-ce qu'ils disent H-Guitar ? H-Guitar, principe de fonctionnement. Un micro est composé d'un plusieurs aimants entourés de là. Ce dispositif émet naturellement un champ magnétique fixe lorsqu'on déplace un objet métallique, en l'occurrence les cordes en acier de la guitare au-dessus du micro, on perturbe le champ magnétique. Bon, ils sont d'accord avec Wikipédia. Bon. On va aller voir Audiofanzine, le troisième site qui nous est proposé, qui nous dit, en gros, principe de fonctionnement, le dispositif génère un champ magnétique, cet aimant avec deux fils en sortie, l'ensemble aimant plus bobine émet un champ magnétique au-dessus de sa surface. Au repos, la valeur de champ magnétique est fixe, donc eux, ils rentrent dans les détails. La corde passe dans le champ magnétique du micro. Lorsqu'elle est jouée, elle oscille, et ça engendre, pouf pouf pouf, le mouvement de la corde dans le champ magnétique perturbe celui-ci, cette perturbation générant une différence de potentiel, donc c'est bien la corde, ils sont d'accord aussi, qui impacte le champ magnétique du micro. Voilà, on pourra en regarder d'autres, on a regardé les trois principaux, il y a aussi des gens qui disent la même chose dans des lives, comprendre les micros. Bon on est bien, on a trouvé comment fonctionnent les micros. Donc on a bien compris, voilà le schéma, il y a le plot qui a donc un champ magnétique, et la corde va venir en vibrant perturber ce champ magnétique, et donc créer un courant alternatif dans la bobine. Pour être vraiment sûr de notre coup, on va vérifier quand même un truc, on va taper Fémour d'une canne, Set Lover, Interview. Et là, on tombe sur un interview. En 78, Seymour Duncan a eu un entretien avec Set Lover, l'inventeur du PAF, et donc du humbucker, personne qu'on peut difficilement soupçonner de ne pas s'y connaître. Et c'est un interview que je recommande à tout le monde, qui est absolument très très intéressant, mais surtout ce qu'on va faire, c'est on va aller directement rechercher Nuts. Et là, il y a Set Lover qui dit, et je vous le traduis directement, le champ magnétique vient autour des cordes et les magnétise. C'est une des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils pensent que la corde vibre et coupe en fait les lignes de force du champ magnétique. C'est des conneries. C'est pas comme ça que ça se passe. L'aimant, la seule chose qu'il fait, c'est de magnétiser la corde. Là, on se retrouve donc avec une corde vibrante, un champ magnétique vibrant. Et on a d'un autre côté une bobine fixe avec un champ magnétique vibrant, qui est la corde. Et ça,
ça induit le courant. Si vous voulez, virer les aimants. Une fois que les cordes sont magnétisées, elles joueront jusqu'à ce que les cordes perdent leur magnétisme. Les musiciens pensent que la corde tordant le champ magnétique dans un sens puis dans l'autre génère le courant. C'est pas ce qui se passe. Il y a une certaine quantité de ça, mais c'est très mineur. Ce qui se passe en fait, c'est que vous avez un champ magnétique qui passe dans un sens et dans l'autre à travers la bobine. Et quand vous bougez un champ magnétique dans un sens et dans l'autre à travers une bobine, vous obtenez du courant. Si vous bougez le champ magnétique du haut vers le bas, vous n'aurez pas du tout de courant. C'est le mouvement longitudinal le long de la corde qui fait que le micro fonctionne. Alors cette lover, lui, il dit pas du tout ça. Lui, il dit, la bobine, le plot, il a juste servi à magnétiser la corde localement, et les ondes longitudinales, en se déplaçant dans un sens et dans l'autre, puisqu'elles vont à toute vitesse entre le sillet et le chevalet, elles vont, générer dans la bobine un courant alternatif. C'est quand même gravement différent. Alors dans la deuxième partie, on va faire une expérience et je tiens à remercier chaleureusement Stéphane Bignon de Keltia Lutry. Je vous mets le lien vers sa page Facebook dans la description. Puisque il m'a gentiment bobiné 2 micros exactement identiques pour cette expérience. Voilà les 2 micros qu'a bobiné Stéphane Bignon. Ils sont parfaitement identiques. 8000 tours, l'un est aimanté et pas l'autre. On va vérifier ça tout de suite. On prend un magnétomètre et on regarde le premier. Et en effet, on a un champ magnétique. On regarde le second et il est totalement inerte. Il n'a pas de champ magnétique du tout. Pour se faciliter l'existence, on va souder des cosses sur les fils des micros et directement sur les fils de la jack, et on branchera chaque micro sur la jack au fur et à mesure. On monte le micro qui n'a pas de champ magnétique et on remet les cordes. Alors comment ça se fait ce truc-là? Est-ce que c'est le champ magnétique du second micro, du micro chevalet? Mais je pense pas, parce que de toute façon ce sont des champs magnétiques sur les cordes qui sont vraiment locaux. Ça fait rien, on va enlever ce micro, de manière à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus d'impact. Est-ce que c'est le champ magnétique de l'ampli? Pas vraiment crédible non plus, mais enfin en tout état de cause, on va éloigner l'ampli. Et puis là j'ai une idée intéressante, c'est on va mettre des cordes neuves, sauf le mi grave, où on va laisser l'ancienne corde. Et on va refaire un test. Alors ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la corde de mi grave, qui était celle qui était montée sur la guitare depuis un certain temps, elle possède toujours ce petit champ magnétique, donc elle est toujours magnétisée, et c'est pour ça qu'elle sonne, et que les autres qui sont neuves ne sonnent pas. Alors on va remplacer cette mi grave par une neuve, et normalement on ne devrait plus avoir de son, puisque de toute façon, je le rappelle, ce micro de Stéphane n'a pas de champ magnétique.
j'ai fabriqué un petit support en bois. Alors j'ai pris de l'acajou pour pas avoir d'ennui avec les fanatiques des tonalités des bois. Donc l'acajou, bois chaleureux par excellence. Et en fait, j'ai réglé de manière à ce que le micro qui n'a pas du tout d'aimant soit au-dessus, à la même distance que celui d'en dessous qui est celui qui a des aimants. Simplement, ce que je vais faire, c'est celui qui a des aimants, il est hors circuit. Le seul qui enverra du son à l'ampli, c'est celui qui n'a pas d'aimant qui est au-dessus. Et on va pouvoir faire notre test comme ça. J'ai utilisé du ruban de masquage, plusieurs épaisseurs, pour bien régler ma hauteur. Alors, il y a une autre chose intéressante que dit Setlover, c'est qu'en fait, il y a deux types d'ondes. En fait, il y a les ondes qui sont perpendiculaires à la corde, qui sont les ondes type quand on jette une pierre dans l'eau et puis qu'on a les ondes qui se propagent. Ces ondes sont hyper importantes, évidemment, pour les guitares acoustiques, d'où la nécessité de bois de qualité pour des guitares acoustiques, puisqu'elles poussent en fait l'air contre les parois de la caisse et retour pour que ça résonne. Par contre, sur une guitare électrique, ces ondes-là, on s'en fout complètement, parce qu'en fait, ce que dit Setlover, c'est que ce mouvement-là, du petit champ magnétique de la corde aimantée, il n'a aucun impact sur la bobine, il ne génère pas de courant. Ce qui génère du courant, ce sont les ondes longitudinales, donc qui suivent le plan de la corde, et qui font des allers-retours très rapides entre le sillet et le chevalet, et qui, elles, du fait d'un aller et un retour, vont en fait avoir ce mouvement-là, qui, lui, va générer du courant. C'est ça la source du courant dans un micro de guitare électrique. Alors, y a-t-il une application pratique à cette expérience ? Honnêtement, je vois pas trop. C'est juste le plaisir de savoir. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré que peut-être on pourrait aimanter toutes les cordes avec une source magnétique, par exemple au niveau du chevalet. Ça ne marchera pas, et puis il y a des inconvénients. Vous imaginez le truc, les micros qui volent à travers la scène pour aller se coller sur le manche, ambiance X-Men. Les piercings de l'audience qui s'arrachent de leur visage et qui vont se coller avec un lambeau de peau sur les cordes. Vision intéressante dans le cadre d'une certaine forme de musique, mais pas obligatoirement passionnante. Alors le seul truc bien, ce serait que, vu mon niveau en musique, les shredders qu'auraient des bagues au niveau de la main gauche, il passerait directement de la quadruple croche à la noire, ce qui me permettrait, parce qu'ils seraient obligés de pousser pour essayer de récupérer leurs doigts, et moi ça me permettrait comme ça de me considérer comme un vrai shredder vu mon niveau de guitare. Alors si on peut quand même déduire quelque chose d'intéressant de cette expérience, vous vous souvenez de cette corde qui possédait encore un champ magnétique, semi-grave. Le truc, c'est si vous changez de micro, changez les cordes, parce que sinon, pendant un certain temps, vous n'allez pas entendre vraiment le son pur de ce nouveau micro, puisqu'il y aura toujours le champ magnétique résiduel pendant un certain temps. Alors ce que moi je ferais, c'est que je remonterai le micro qui n'a pas de champ magnétique et les anciennes cordes, je vais laisser la guitare dans un coin, et de temps en temps j'essaierai pour voir quand est-ce que ce champ magnétique finit par disparaître. Donc on y retourne. Wikipédia, principe de fonctionnement des micros. H-guitare. Principe de fonctionnement d'un micro-guitare. Audiofanzine. Principe général de construction et de fonctionnement des micros magnétiques.
Et il y en a des pages et des pages et des pages. Je vous conseille donc, à l'occasion, de vous amuser à repérer tous les sites qui propagent. Alors on est bien d'accord, j'ai rien contre ces 3 sites. Il se trouve simplement que quand des gens qui avaient envie d'apprendre ont posé la question, ces 3 sites-là sont ceux qui ont été les plus consultés, donc c'est pour ça que Google les présente en premier. Ça veut dire que c'est la popularité qui propage des fausses informations. Honnêtement, pour des sites spécialisés, ils auraient pu vérifier, ça m'a pris 5 minutes. J'espère que cet épisode vous a un peu intéressé, voire interloqué. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, parce que ça doit être partagé. On se rend bien compte que Internet propage quand même un saut de conneries. De toute façon, c'est lié. Je vais de ce pas visiter la 8e fosse du 8e cercle, réservée aux faussaires et à la tromperie. Et on y voit en fait une multitude de petites flammes, chaque flamme enrobant un trompeur comme un vêtement. À bon entendeur, salut pour les sites qui racontent des conneries.